il y a un gap énorme entre l'intelligence de ma tête et l'intelligence qui sort de ma bouche, tu vois. Il y a des trucs qui sont vraiment très très clairs dans ma tête, je sais pas, c'est vraiment intelligent. Et tu commences à les parler. Alors, soit c'est peut-être que c'était pas si intelligent, c'est moi qui me fais les films. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux mecs qui veulent pas aller à la salle de muscu parce qu'ils ont peur de devenir trop musclé trop rapidement, tu vois. Et moi, c'est un peu ça, oh putain, je veux pas qu'on y aille parce que sinon, c'est sûr, on va faire des dizaines de millions de vues, tout le monde va me connaître. On va parler de moi sur Cyril Hanouna. C'est ça, putain. Ouais, les gens vont essayer de me cancel sur des TikTok et qui vont faire des centaines de millions de vues. Oh là là. Donc déjà, je commence à lui fixer sa poitrine. Ce qui est pas ouf, hein, déjà, ce qui est pas incroyable. Mais là, c'est encore pire. Encore une fois, on est dans une clinique pour mettre discussion au transfusion. Et donc, je l'épaule à côté, je fais regarde, c'est nos écouteurs. Et donc, on est tous les deux à la fixer comme ça. Paul, j'ai une idée de business pour certains de nos auditeurs qui seront un peu plus des rascals, des rascals, je sais pas comment on dit. Si vous êtes un peu rascal, j'ai peut-être une idée pour vous. Pour commencer, Paul, est-ce que tu sais quel est le genre de livre de fiction qui est le plus rentable de tous les temps? Bah, je pense que ça va être 50 Shades of Grey, non? Ouais, mais le style, oui, effectivement, c'est ça. Le Et le style. style, du coup, c'est la romance, quoi. Mais de toute façon, vous allez sur Amazon, vous tapez les 100 livres les plus lus, enfin le top 100, t'as 95, c'est en gros, c'est un mec torse nu sur la couverture et vous comprenez pour qui c'est, quoi. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que d'ailleurs, on a un ami en commun qui est là-dessus, c'est qu'en fait, c'est l'équivalent du porno, mais pour les femmes, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Exactement. Et donc, mon idée, c'est de se dire, bah, si la romance, c'est du porno pour les femmes, est-ce que tu pourrais pas faire de la prostitution, mais pour les femmes, grâce bien sûr au sujet préféré de tous les internet marketeurs, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Mhm. Donc, beaucoup de gens disent, bon voilà, dans le futur, tous les mecs auront des petites amies virtuelles et tout. Et donc, tu peux chatter avec une meuf animée, manga, etc., sur ton téléphone et tout. Mais pour différentes raisons, ça répond pas exactement aux besoins du mec moyen parce que il n'a pas la composante sexuelle satisfaisante dans le truc. Mhm. Et il y a aussi l'aspect en fait où ces modèles IA, eh ben, ils sont pas trop chauds en fait si tu demandes à un chat GPT de faire des trucs trop sexuels, etc. Ce que tu as dans la romance, c'est qu'en fait, ça joue beaucoup sur la relation, sur la tension, sur le Mhm. machin, sur construire quelque chose. Et dans différents livres, il va y avoir différents niveaux de consommation, quoi. Si tu regardes Fifty Shades of Grey, ça, c'est assez pornographique. En gros, c'est pas comme dans les films, tu vois, où quand ils commencent à s'embrasser, la caméra, elle coupe. Là, ils te décrivent un peu l'acte, etc. Mais il y a plein de livres de romance, en fait, qui fonctionnent de la même manière comme du porno, mais qui vont un peu moins loin dans le truc. Et c'est pour cette raison que je pense qu'en fait, l'opportunité, c'est pas de faire des AI girlfriends qui répondent pas vraiment aux besoins fondamentalement, mais de faire des AI boyfriends qui, pour le coup, là, peuvent répondre exactement. Et a priori, c'est déjà populaire dans certains pays en Asie. J'ai vu que c'était populaire en Chine et qu'il y avait tout un tas d'applications qui proposaient ça. Mais je pense que si tu voulais le faire en mode un peu occidental, ce qu'il faudrait faire, c'est te dire, je vais le faire et je vais cibler mon marché cible de lectrices de livres Mhm. de romance, donc on va dire des femmes entre 35, je sais pas, 50 ans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller démarcher tous ces centaines et ces milliers d'auteurs de romances qui sont sur Amazon, qui ont du trafic, etc., mais qui vendent du coup des livres à quelques euros, à 5 euros, mais qui en vendent des masses énormes et du coup qui font des chiffres de vente assez intéressants, mais sur un petit ticket d'entrée, et leur dire, voilà, je vais faire un chatbot customisé sur votre personnage masculin principal. À la fin de votre livre, vous allez dire, tenez, voici un lien pour envoyer un texto au personnage. Et les gens envoient un texto et après, ça les met dans une conversation, etc. Et donc, du coup, tu as la distribution, tu as le branding derrière et Et en distribution, potentiellement, tu as voilà, en tous ces... plus tous les influenceurs TikTok qui sont là-dedans. Et en fait, il y a des influenceurs énormes qui en fait font des recommandations de livres de romance. de Et c'est livres, un truc ouais. aussi énorme que bah, forcément en tant que mec, on n'a aucune idée. Mais en fait, maintenant, ça fonctionne beaucoup, la vente de livres sur Amazon. Tu vois les trucs monter d'un coup parce qu'en fait, il y a une grosse influenceuse TikTok qui en a parlé. Et donc, c'est un gros truc aussi en termes de distribution, quoi. Donc, mon call to action, c'est pas un lien, tu vois, c'est pas un lien web, c'est un numéro WhatsApp. T'envoies un numéro Mhm. WhatsApp et ça te répond et c'est un bot qui commence à te parler et tout et il est trop cool. Et après, il te dit, ah là là, tu veux pas qu'on amène ça sur un truc plus privé et il te fait télécharger une app et sur cette app, plus tard, tu auras un abonnement, etc. Il y a un business existant qui s'appelle Replica qui fait ça de manière assez marrante où en gros,
le personnage avec qui tu chattes, tout d'un coup, va t'envoyer une photo un peu spicy, mais la photo est floutée, et il faut avoir l'abonnement pro pour pouvoir voir les photos, etc. Donc, à mon avis, une fois que tu as commencé à mettre cette relation, il y a pas mal de choses à faire. Et à mon avis, le canal de distribution, en fait, il est assez facile, il est déjà existant. Euh, et il y a tellement en fait d'auteurs possibles que si tu pouvais en démarcher 100, il y en a peut-être 5 qui diraient oui. Tu pourrais tester le truc. Personne qui travaille avec moi gagne 2 euros supplémentaires par livre qu'ils ont vendu. Et du coup, tu peux continuer à faire Et tu et, penses et pas que tu tu peux pourrais leur le faire proposer encore quelque chose. de façon plus intelligente? C'est qu'en gros, parce qu'en plus, c'est longue série, généralement, c'est genre 35 bouquins. Et toi, je sais pas, on va dire que le protagoniste de la série, l'homme de la série, c'est Steven, plombier milliardaire, parce que généralement, c'est un peu ça, toi. C'est en même temps, il est milliardaire, mais en même temps aussi, il est manuel, toi. Il a un peu les Il deux. est plombier et en même temps, Et c'est un bodybuilder, vampire. tu vois. Et un vampire aussi, toi. Et- Il a vraiment le package complet, quoi. Si tu veux, après, faut monter au standard, hein, faut devenir. Mais bref. Et en fait, ouais. du coup, tu pourrais Ne sois créer pas amer, Paul, hein, si, de si ne tu pas n'as être un pas tous plombier ces milliardaire. attributs. Et puis vampire. Mais après, du coup, ce que tu fais, c'est que à la fin du livre, tu dis, bah, tu veux parler avec Steven. Et là, pareil, tu peux avoir l'IA qui correspond au caractère avec laquelle la femme vient de passer littéralement 40 heures de sa vie à lire, Mais quoi. attends, Paul, c'est exactement ce que je viens C'est ce que tu d'expliquer veux dire? là. Ah, moi, je sais pas pourquoi c'était, je Mais sais oui, pas c'est pourquoi ce que c'était je par viens de rapport au dire. caractère. Moi, je pensais que c'était de façon générale, en fait. Avoir Non, l'audience, non, j'ai pas non, compris. non, non, Ok, tu veux dire, excuse-moi. ok, envoie un texto à comment il s'appelle, Andrew Gray, c'est pas Andrew, c'est Stephen Gray. C'est Merde, le gré quelque mec de, chose. de 50 Shades of Grey, quoi. Ça se termine par Grey, en tout cas. Mhm. Voilà, effectivement. Et donc, du coup, tu as Ok, customisé le truc pour chaque personne pour maximiser tes ok, ok. conversions, effectivement. Donc, on est arrivé sur la même idée, même si tu n'as pas été attentif au départ de mon idée. Voilà, c'était ma petite idée hein, pour nos auditeurs un peu rascaux. Et Euh, t'en penses quoi, sur justement, ce, en termes de société? Est-ce que c'est positif ou négatif, les boyfriends et girlfriends? euh, bah, beaucoup de gens disent. Bah, déjà, il y a un vrai enjeu, tu sais, sur la question de la fertilité. Il y a deux camps. Il y a Mhm. les gens qui disent ah là là, il faut pas avoir des enfants aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, etc. Et ce qui est incorrect et un mauvais calcul, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Il y a un bon article, il me semble que c'était sur Astral Codex 10 sur ce sujet et sur en fait le vrai impact qu'un enfant Mhm. va avoir versus en fait euh, des alternatives. Et combien ça te coûterait, en fait, de compenser le carbone que ton enfant va faire. Et en fait, ça va te coûter, mettons, 20 000 euros. Donc, si vraiment tu voulais avoir un enfant, bah, tu pourrais dépenser 20 000 euros pour capturer ce carbone. Je ne sais pas si le 20 000 euros, c'est le chiffre, mais c'est l'ordre d'idée. Et que donc, bah, tu vas dépenser de toute manière beaucoup, beaucoup plus que 20 000 euros dans ton enfant, dans sa Mhm. vie. Bref, donc il y a ce camp des gens qui disent c'est pas bien. Et il y a le camp des gens qui, à mon avis, ont beaucoup plus raison, qui te disent on a un déclin de la fertilité dans les pays occidentaux qui pose un problème parce qu'on va avoir un vieillissement de la population, etc. Et c'est pas un déclin lent en plus, c'est un déclin violent. Et dans certains Voilà. pays, c'est vraiment. Enfin, c'est une chute libre, quoi. Genre au Japon, etc., ça pose vraiment des problèmes. En plus, ils n'ont pas été très open niveau immigration, le Japon, Mhm. donc du coup, ça leur pose des problèmes, même si là, ils sont en train d'ouvrir un peu plus des possibilités. Euh, et donc, du coup, tu as cette idée de dire, bah, du coup, bah, si les gens sont et high girlfriend et high boyfriend, ils vont moins se mettre en couple, tu auras moins d'enfants, etc. Même évidemment débat sur les réseaux sociaux, le porno, le machin, etc. Donc il y a ce truc sur la fertilité, il y a ce truc sur est-ce que les gens seront moins heureux. En fait, le débat, c'est est-ce que euh, ça va être un élément de substitution qui va être suffisamment attractif pour que les gens y aillent, mais pas aussi bien que le vrai truc. Tu vois, c'est un peu l'argument du porno, c'est-à-dire, ok, évidemment que le porno, c'est pas aussi bien que le faire dans la vraie vie, mais les gens qui sont à fond sur le porno, ils ont plus la motivation d'aller le chercher autre part. Tu vois. Et dans ce cas-là, bah, du coup, ça serait mauvais pour la Et tu société. penses pas que c'est valide, ça? Ah, Ou tu penses que c'est entièrement valide, je pense, je à pense, je moitié pense que valide? c'est, je pense que c'est globalement valide, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une idée pour les Mhm. rascaux. Ah, c'est cool. Moi, je pense aussi que c'est Ah, totalement Il y, a valide. Ouais. il y a une autre idée, si on veut spin-off là-dessus, qui est peut-être pas un aussi gros marché, euh, mais qui est une solution potentiellement à ce problème, c'est de se dire, tu es dans le domaine de la séduction. Un grand enjeu, c'est comment est-ce que en gros, dans le domaine de la séduction, tu dis aux gens, vous devez apprendre certaines compétences qui ne sont pas des compétences extrêmement compliquées, que certaines personnes vont avoir de manière naturelle, que d'autres personnes vont devoir apprendre, euh, comme, mettons, Mhm. avoir un peu un sens de l'humour, être capable de poser les bonnes questions, la conversation, etc. Et puis aussi le côté approche, prendre un peu le risque de se faire rejeter, etc. Le problème, c'est que les gens, en fait, ces compétences ne sont pas extrêmement compliquées.
à apprendre, puisque tu pas besoin de les amener à un niveau exceptionnel. En fait, tu pas besoin d'être Casanova pour être heureux dans ta vie. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de mal à les pratiquer parce que ça fait extrêmement peur, en fait. Et donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de faire des bots IA qui seraient là pour t'entraîner à pratiquer? Donc, un truc, Limite, c'est tu fais que une sorte de chat roulette, mais avec des bots féminins, quoi. soit un genre de chat roulette. Enfin, à mon avis, si tu voulais faire très simplement aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu fais un bot qui va envoyer des textos avec toi, pas dans le Mhm. but de t'émoustiller. Parce que le problème des bots Mhm. qui sont créés pour t'émoustiller, c'est que, C'est en pas, ouais, fait, ils représentent pas la c'est vraie. genre: «Hey, salut! Ouais. Ah, mais oui, t'es trop beau! Oh là là, je t'aime et tout», tu vois? Bah, du coup, tu rien parce que le bot derrière, immédiatement, il se met à genoux devant toi, et tu la personne la plus Bah, cool au c'est monde, le tu vois? truc, En fait, mais c'est le truc du c'est pour ça qu'en fait, faudrait un il y a bot. Vas-y. Vas-y. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'il y a le porno pour les mecs avec des situations réalistes. Et en fait, la romance, on vient de parler du plombier, milliardaire, vampire, bodybuildé pour les meufs, en fait. Et du coup, moi, je Ouais. pense que c'est là que ça se dirige naturellement, c'est que ça a donné de plus en plus ce qui est facile, exactement ce dont on a envie. Et donc, par comparaison, les vraies relations vont paraître difficiles et vont paraître compliquées et imparfaites. Et du coup, les gens vont se retirer de ça, quoi. Et donc, je pense pas que C'est finalement, ça. les gens vont tant utiliser un bot pour s'entraîner quand tu peux avoir un côté un bot qui va te gratifier et tu vas te sentir ça. Bah, certaines personnes l'utiliseront, tu vois? Et tu as un bot qui Mhm. va t'entraîner et un bot où si tu lui dis un truc un peu chiant, bah, il te ghost, tu vois? Il te répond pas, et où tu dois t'entraîner. Voilà, c'est potentiellement, bah, si vous êtes, une personne altruiste, qui veut pas être un rascal, mais qui veut donner de l'amour au monde, c'est une possibilité. Le programme pour cet épisode, on a parlé de notre idée de business, pour les auditeurs, Rasco. Devriez-vous faire un podcast et pourquoi? La section où nous, on va se poser des questions. Vendre de la sauce soja, j'ai aucune idée de ce que tu voulais dire par ça, mais on va le découvrir plus tard. Des recommandations de contenu de la part de Paul et moi-même. Et finalement, la section bien-être, les conseils de Paul via Andrew Huberman sur comment être heureux et réussir dans la vie. Donc, section numéro 2, devriez-vous faire un podcast et pourquoi? Donc déjà, Paul, est-ce que tu devrais faire un podcast et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais un podcast? Bah, à la base du podcast, ouais, bon d'accord, parce que pourquoi je fais, et après aussi, il y a eu un tweet de Sean Perry qui fait MFM, My First Million, qui est un gros podcast. Et d'ailleurs, ça c'est assez impressionnant parce que j'ai vu dans les rankings Apple Podcasts français, ils sont genre, MFM, ils sont genre 170e, quoi. Donc c'est-à-dire les gens en France, ils les écoutent assez peu, ce qui est toujours un rappel qu'il y a quand même encore un gap entre l'information aux États-Unis et l'information en France. Mais bref, pour moi, pourquoi je voulais refaire ce podcast, que comme vous savez, on a fait Mode Digital, on l'a raté en 2017, peut-être 2018, je sais pas sûr. Et après, on faisait un épisode par an. Et, euh, et la raison pour laquelle moi, personnellement, je voulais reprendre, peut-être la plus importante, c'est juste améliorer mes compétences en termes de communication. C'est-à-dire que je pense, et je suis pas le seul, mais tu ressens fortement, il y a un gap énorme entre l'intelligence de ma tête et l'intelligence qui sort de ma bouche, tu vois. Il y a des trucs qui sont vraiment très très clairs dans ma tête, je sais pas, c'est vraiment intelligent. Et tu commences à les parler. Alors, soit c'est peut-être que c'était pas si intelligent, c'est moi qui me fais les films, mais je pense aussi qu'en fait, c'est juste plus dur d'exprimer tes idées comme ça à l'oral, quoi. Euh, un autre aspect, c'est aussi que c'est fun, en fait. C'est pas une grosse contrainte, tu vois. Là, on est en call, on n'a pas l'impression de travailler non plus, c'est pas très dur. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de youtubeurs qui font des podcasts. C'est parce que le volume de travail et l'aspect fun est quand même, le ratio est quand même assez Et intéressant, c'est quoi. pour ça que c'est aussi le plan de retraite de beaucoup de youtubeurs, comme on en parlait C'est dans ça. l'épisode précédent, où beaucoup de youtubeurs qui arrêtent, en fait, vont aller soit faire du Twitch et aller vaper en jouant à des jeux vidéo, ou soit faire du podcast et déconner avec leurs potes ou des nouvelles personnes, et c'est assez fun et c'est facile à tenir. C'est ça. Et après, il y a un autre truc aussi et que j'ai un peu découvert avec mon Substack. C'est qu'en fait, quand tu sors du contenu, quand tu poses du contenu, tu as une sorte de sérendipité qui se crée. Où en fait, il y a des gens qui vont te donner des idées, te faire des opportunités auxquelles tu t'attendais pas. Et c'est encore plus valable quand justement tu as. Et ça rejoint le sujet un peu d'après. Quand tu as une audience qui, en gros, qui a après les mêmes valeurs, qui a les mêmes intérêts, toi. Et donc, par exemple, Nomad Digital, nous, c'était exactement ça. C'est en fait quelqu'un qui écoute Nomad Digital pour tomber dessus. En fait, il fallait que quelqu'un te recommande ou vraiment que tu cherches dans les podcasts entrepreneuriat sur. Donc, tu que des gens qui étaient intéressés par la même chose que nous. Ce qui fait que tu as, un gros match. Ce qui est moins le cas, c'était MrBeast, quoi. Dans le plus gros extrême, MrBeast, son audience, ils n'ont pas grand-chose en commun. Ça peut être n'importe qui. Euh, un autre, j'écris give back et tous les Américains sont beaucoup là-dedans. Il faut give back, give back. Mais en réalité, give back aussi, c'est que c'est gratifiant pour soi-même, quoi. En fait, c'est agréable aussi de pouvoir partager ce que tu sais. Donc, forcément, tu peux dire qu'il y a un côté altruiste, mais aussi simplement un côté gratifiant. Et un petit bonus, et je crois que toi aussi, t'en as parlé une fois, c'est que ça permet un peu de documenter, toi. Alors, j'ai pas réécouté nos podcasts de 2016,
Parce que je pense que je suis encore dans la phase cringe, tu vois. Je suis encore dans la phase où j'aurais vraiment du mal. Mais je me dis, toi, quand j'aurai 50 ans, Ouais, ça me fera délirer ça fait... d'écouter, tu Ouais, vois. ok. Il faut juste laisser plus de temps, tu vois. Pareil, tu vois, quand tu te vois, toi, 12 ans, tu sais, tu es un peu cringe, mais tu as un peu d'affection, tu as une sorte de bienveillance pour ton toi de 12 ans. Toi, il faut laisser le temps. Et je pense que quand tu vois, j'aurai 40, 50 ans et que je réécouterai ces épisodes, ça me fera marrer de voir ce que je pensais, et quels étaient mes trucs. Tu vois, c'est une forme de journal, un peu de documentation dans le temps. Et donc, moi, c'est un peu ça mes raisons. Et ce serait quoi les. Et après, il y a une dernière aussi que j'ai pas mentionné, mais ça va un peu avec sérendipité. C'est que tu te rends compte aussi que dès que tu as une audience, après, ça t'ouvre plein d'opportunités de business potentiels. Enfin, il y a plein de choses après à faire avec, quoi. Tu as une audience qui te fait confiance. Et récemment, il y a Homozy qui a pris des parts dans School, un logiciel, de comité de formation, quoi. Et en fait, où Andrew Berman, qui est recommandé suppléant, il a la réputation, il a l'audience. Et donc, après, tu peux plug ça dans plein de business assez facilement. Et du coup, toi, ce serait quoi tes motivations pour faire un podcast? Ah, il y a ces éléments dont tu as parlé. Bah, évidemment, hein, moi, j'ai eu plusieurs... Enfin, j'ai eu 3 gros podcasts dans ma vie. Il y en a un qu'on va laisser de côté, qui n'a rien à voir, qui c'était sur la séduction. Mais les 2 podcasts que j'ai fait dans le cadre de ce projet, c'était Nomad Digital, effectivement, qu'on a fait ensemble. Euh, et j'ai fait mon podcast Marketing Mania pendant des années, etc. Et il y a environ, je crois, 2 ans, j'avais décidé d'arrêter, Nomad Digital, on avait arrêté il y a longtemps parce que, voilà, je crois que c'est à l'époque où on avait un peu cette réflexion, on était à court des sujets les plus simples. Mhm. Et comme toi, ça rentrait pas trop dans ton cadre de business, on s'était dit, bon, bah, autant avoir fait ce qu'on avait à dire sur le format qu'on avait à l'époque et s'arrêter là. Euh, Marketing Mania, j'ai arrêté pour une raison qui était totalement différente, c'est qu'en fait, j'étais plus satisfait de ce format d'interview. Euh, pour la raison que je trouvais que j'ai à cœur de faire vraiment le meilleur contenu possible. Et sur YouTube, je travaille sur une vidéo que si je pense qu'il y a vraiment une super bonne idée, et je vais travailler mon script jusqu'à ce que le script, j'en sois vraiment extrêmement content. Montage, idem. Miniature, idem, etc. Je vais pouvoir bosser, avoir un énorme niveau de contrôle, en fait. Ou si le truc, il est mauvais, bah, je retravaille jusqu'à ce que ce soit là. Mhm. Ce que tu peux pas faire sur une interview. Tu peux pas faire une interview d'une heure et demie avec la personne et faire ok, je pense qu'on va reshoot cette interview entière. Ou tu peux pas refaire cette question en mieux parce que là c'était un peu nul, tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire ça en fait. Et donc sur les interviews, t'as pas ce niveau de contrôle. En fait, simplement, je pense que la qualité entre les épisodes, elle était un peu variable. Il y avait quelques Mhm. épisodes que j'ai pas pu publier parce que je trouvais que ça avait vraiment pas cette cohérence. Alors, ça peut être en partie dû à mes échecs en tant que host, en tant que Autre présentateur de intervieweur. l'émission, tu vois. Mhm. Ouais, j'ai pas les bonnes questions, j'arrive pas à mettre la personne suffisamment à l'aise. Tu vois, je le coupe pas au moment où je devrais le couper pour le relancer, etc. Ou ça peut venir de l'invité qui est simplement... Tout le monde n'est pas aussi à l'aise. Donc, en fait, les personnes qui sont toujours des bons clients sur les podcasts, ça va être les créateurs de contenu, en fait. Ouais, Tu ouais. invites un autre youtubeur marketing, Mhm. tu invites, je sais pas, Antoine BM, Victor Ferry, Yomi Denzel, tu sais que ça va être un bon client qui va te raconter des bons trucs, qu'il a des bonnes punchlines, qui sait s'exprimer, etc. Mais aussi les gens que tout le monde a vus partout et que, du coup, qui sont moins intéressants. Tu veux amener des gens qui sont moins connus, qui ont fait moins de podcasts, bah, ils ont moins d'expérience, ils sont moins polish, et il y a plus de variance, en fait, dans le résultat que tu vas avoir. Et donc, du coup, j'étais plus trop satisfait de mon format je trouvais, me mettait beaucoup de stress, où j'arrivais sur l'épisode en me disant j'ai fait toutes mes recherches et tout, mais je sais pas comment ça va se dérouler et j'ai pas suffisamment de contrôle sur le truc. Donc peut-être que là-dessus, ça s'était pas totalement adapté avec la manière dont moi je crée du contenu. Mais que en arrêtant ce podcast, j'ai perdu une pièce importante de mon business en fait. Que la manière de réfléchir à un business de création de contenu, c'est que tu as des formats qui vont te permettre de capter des gens. Donc ça peut être des vidéos YouTube virales, ça peut être des shorts ou des TikToks, en grosso modo, ou du Instagram, etc. Mhm. Tu as des formats qui vont t'aider à fidéliser des gens et à les faire entrer plus profondément dans ton écosystème. Moi, ce que j'ai découvert très tôt sur Marketing Mania, c'est qu'avant de faire YouTube, je faisais le podcast prédate YouTube, et que pendant des années et des années, quasiment tous les gens qui achetaient mes formations écoutaient le podcast. Il n'y en Parce avait pas que beaucoup, non, en une fois plus. qu'ils... Enfin, en fait, t'as mis une audience mais qui est très fidèle, quoi. Ouais, j'avais une audience, tu vois, de 15 000 auditeurs sur le podcast. Mhm. Mais c'était quasiment un passage obligé pour les gens qui achetaient mes formations. C'était Mhm. également le cas sur la séduction, d'ailleurs. Parce que c'était là où les gens allaient développer la plus grande confiance et la plus grande relation avec moi, tu vois. D'une manière où, évidemment, si tu regardes beaucoup de mes vidéos YouTube, tu vas développer une relation avec moi, mais pas exactement de la même manière, parce que les vidéos YouTube doivent être tournées sur un truc de cette vidéo, elle doit parler à une personne qui clique sur cette vidéo et qui ne me connaît Mhm. pas. Et donc, du coup, je ne vais pas raconter des trucs
trop personnel dans 99% des vidéos. Tu vois, sauf à quelques exceptions de vidéos, je me dis, bah, cette vidéo, ça va pas marcher, c'est un bilan de l'année, c'est un vlog. Elle va pas faire des vues au-delà de mon audience, mais ça va approfondir la relation. Mais le podcast, ça a ce rôle, en fait, dans ton écosystème d'approfondir cette relation, mais j'avais plus le bon format, etc. Et du coup, au fil des années, j'ai réfléchi vraiment à cette idée de l'idéal, ce serait de ne pas avoir un format d'interview qui est trop imprévisible, mais d'avoir un co-présentateur qui soit une personne qui a beaucoup de bouteilles, de légitimité, idéalement une expérience différente de la mienne. Et évidemment, quand on a commencé à reparler de ce sujet, bah, du coup, c'était assez évident. Parce que toi, on se connaît depuis très longtemps, on a beaucoup d'affinités philosophiques, mais en pratique, ce qu'on fait au quotidien et notre expérience et nos forces et les parties du monde du business qu'on regarde sont assez différents. Mhm. Donc, pour moi, tu vois, d'un point de vue business, il y a cet élément-là. Après, je pense que ça aide aussi sur tous les autres éléments, c'est-à-dire pouvoir aider les gens d'une manière différente, effectivement, pouvoir créer une relation différente avec les gens, pouvoir. Un autre truc, quand tu dis rencontrer des gens, le podcast, ce qui était génial sur Marketing Mania, c'était que je pouvais prendre quasiment n'importe qui dans le milieu un peu marketing et discuter avec pendant 2 heures. Mhm. Voilà. Alors que sinon, c'est un peu dur de dire à une personne: «Eh, tu veux pas qu'on se fasse un Zoom de 2 heures?» En fait, même moi, j'ai pas envie de faire un Zoom de 2 heures avec une personne sans raison particulière, mais tu vas avoir une personne sur ton podcast. En fait, ce qui se passe souvent quand tu as un invité, c'est que tu as la personne, tu discutes avec 15-20 minutes au départ pour la mettre à l'aise, tu fais 1 heure et demie de podcast et puis après, parfois, tu vas rester avec la personne pendant 30-40, 1 heure parfois avec les gens et là, tu parlais d'autres trucs qui étaient un peu trop spicy ou un peu trop privés et cetera pour parler enfin, sur le record, tu Est-ce vois, que tu penses pendant pas qu'on c'est ce qui enregistrait. t'a manqué un peu justement sur le podcast Marketing, c'est de ne pas réussir à incorporer cette partie spicy? Est-ce que c'est pas ça qui ferait la différence potentiellement en termes de... Bah, ça peut faire la différence. Disons que c'est spicy ou alors c'est trop, ça semble pas assez utile pour l'auditeur. Tu Mhm. vois, tu pas forcément envie de faire un podcast de 3 heures. Enfin, après, il y a des formats effectivement qui le font, tu vois? Mais ça te permet de vraiment de parler avec des gens, en fait. Et il y a plein de gens que j'ai rencontrés, via le podcast pour la première fois et j'ai vraiment pu discuter avec eux et cetera. Et ça me donnait à la fois une excuse pour le faire et une justification pour moi d'y passer mon temps et cetera. Et ça joue vraiment beaucoup pour rencontrer des gens, tu vois? Mhm. On a parlé de différents invités qu'on pourrait avoir, des personnes où je me dis: «Ah ouais, c'est une personne vraiment intéressante», mais comme j'ai plus mon podcast, j'ai jamais eu T'as pas l'occasion de de leur raison, ouais. parler Mhm. et je vais pas aller faire des appels avec des gens juste pour faire des appels avec des gens, tu vois? Ça me parle pas trop. Voilà, ça, je pense que c'est les différents bénéfices du truc. La raison de ne pas le faire un podcast, je pense, c'est si tu n'as pas de moyens d'amener de l'audience vers ce podcast. Mhm. Donc, ça s'est amélioré évidemment aujourd'hui avec la distribution via les shorts, mais globalement, développer une audience via le podcast, ça va prendre très longtemps parce que c'est du bouche-oreille et tu as pas énormément de levier pour le faire. Versus une vidéo YouTube, une fois que tu as des vidéos qui prennent, elle peut avoir une viralité, etc. Ça peut aller vachement plus vite. Donc tu peux dire, OK, ouais, mais mes clips de podcast vont devenir virales sur TikTok, etc. Oui, mais fondamentalement, si ta stratégie, c'est je vais devenir viral sur TikTok et sur YouTube Short, autant aller directement faire des Ouais. contenus natifs TikTok, YouTube Short, plutôt que faire des clips de podcasts, ils ont plus de chances de marcher. Donc l'autre exception, si est-ce que tu devrais faire un podcast ou non si tu n'as pas d'audience à amener, c'est si, pour une raison ou pour une autre, tu as des contacts de ouf. Bah, je veux dire, si tu es meilleur ami avec Oussama Hamar, peut-être que tu peux débarrer un podcast et ton premier épisode, c'est Oussama Hamar, puisque dans tous les podcasts du monde, l'épisode le plus écouté, c'est toujours Oussama Hamar. C'est assez hallucinant. Ah, Quand on quand tu parlait parlais de de bons bons clients, clients, alors lui, ouais, c'est c'est ça. Oui, c'est c'est le le top du meilleur de top, tous quoi. les clients, quoi. Avec un titre, La rédemption de Oussama Hamar. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'est potentiellement. Mais probablement, si tu as ton premier épisode, bah, tu vas pas avoir un gros nom. Tu vas avoir des personnes un peu moins. Ça va être dur. C'est possible. Si le podcast, pour les gens qui nous écoutent, c'est le format qui te fait le plus kiffer, que tu as plus envie de faire, etc., fais le podcast, que si tu crées du contenu, autant créer un contenu qui, toi, t'intéresse. Mais si le but, c'est de monter une audience, le podcast, en fait, est une pièce du puzzle, mais n'est pas Mhm. la première pièce du puzzle que je mettrai en place. Et je commencerai généralement soit par YouTube, soit directement par du short, du TikTok, etc. Un des deux. Par exemple, un truc tout con, c'est YouTube je étant mon pense préféré. que les gens qui écoutent, qui se suivent juste sur YouTube, ils ont zéro. La perception, c'est vraiment très, très, comment dire? Ouais, c'est peut-être bon terme, mais très capitaliste, et ils ont aucune idée que justement, tu es dans les idées un peu wou-wou, que tu es. Toi, y a toi, parce que c'est inattendu de la part de ce que Ouais, tu. Toi, quelqu'un qui parle marketing, ouais, généralement, tu t'imagines. Donc, je pense que ça crée une vision aussi plus complète de la personne. exactement. Euh,
Donc voilà, c'est ça. Donc du coup, le débat et peut-être une raison pour laquelle on parlait de ça, c'est qu'en fait, toi et moi, on avait cette conversation sur qu'est-ce qu'on va faire, de ce podcast? Et avec les 2 options que toi tu avais définies, c'est-à-dire, est-ce que le podcast, on le voit juste comme étant une manière intéressante de partager pour les quelques milliers de personnes qui ont envie de nous écouter et c'est cool. En gros, en mode ce qu'on faisait à l'époque sur Nomade Digital, Mmh. il y a pas trop d'enjeux, il y a pas trop de pression. Nous, ça nous fait plaisir de le faire. Les gens, ça leur fait plaisir de leur écouter, d'écouter, ils apprennent des choses, on fait des bons contacts et cetera. Ou alors, on a plus une démarche de dire, on veut en faire, une marque, un média, on veut en faire un des plus gros podcasts, sur le milieu, francophone. On veut aller sur le top 3 qui sont en gros, Mathieu Stéphanie, Sans Permission, et il y a, Pauline Léniaud aussi qui est là, mais en gros, tu vois, dans tout ce top-là des podcasts et donc du coup, être beaucoup plus agressif, probablement recruter plus, probablement avoir plus une stratégie de croissance Préparer aussi via beaucoup les shorts et plus. cetera. Voilà, donc c'est les 2 options qui s'ouvrent à nous. Personnellement, évidemment, la deuxième option en se disant: «Bah, si on va le faire, autant le faire à fond, autant, taper dans le truc». Je pense qu'on a le potentiel, je pense que le format est bon. Hem, le format qu'on a est meilleur que ce que j'avais sur MM. Il est plus malléable sur ce qu'on veut faire et il se renouvelle plus que Nomad Digital parce que sur le format qu'on fait sur le Trilliard, il y a un aspect de news, qu'est-ce que tu as vu dernièrement, Mmh. qu'est-ce que tu fais? Là où Nomad Digital avait un aspect plus philosophique sur les grands principes, du stoïcisme, de la vie et cetera, qui se renouvelle moins et donc je pense qu'il y a cette option de faire le 2. Ça veut dire effectivement d'y réfléchir comme un projet à part entière avec ses propres objectifs, avec voilà, c'est un producteur, et cetera. La question que je me pose, tu vois, c'est pour toi, par rapport à tes objectifs, est-ce que ça a du sens d'aller jusque-là ou est-ce qu'en fait, la version casual répond à tes objectifs d'améliorer tes skills de communication, et cetera? Ça dépend en fait à quelle échelle tu réfléchis à cet élément de sérendipité où tu te dis: «En fait, j'ai envie, que, les 100 000 personnes en France, qui sont dans l'e-commerce et cetera, me connaissent et sachent les projets sur lesquels je travaille et potentiellement me contactent et cetera, tu vois? Ou est-ce que c'est juste, «Ah c'est cool, il y a quelques Bah, personnes qui nous je écoutent». pense qu'il y a 2 gros intérêts à le faire de façon plus grosse. C'est un, ça permet aussi d'avoir des plus gros invités, vraiment des gens vraiment très intéressants. Si toi, tu as un des top podcasts, tu peux inviter des gros entrepreneurs que autour donc il y a ça. Il y a l'autre aspect aussi que derrière, encore une fois, si à long terme, tu veux créer une communauté ou un business lié à ça, moi, pareil, c'est plus t'es gros, mieux c'est. Moi, en fait, à vrai dire, je pense, en fait, j'ai un peu identifié en fait, ce qui me fait un peu. Moi, je parlais justement d'être connu des bonnes personnes, de pas être connu de façon générale. C'est que moi, je pense que ça me ferait assez fondamentalement chier d'être régulièrement reconnu dans la rue. Toi, on n'est pas encore là, mais toi, je pense que t'étais déjà un peu là-dedans. Pas tant que ça, tu m'as dit, c'est assez surprenant parce que normalement, Bah, je sais pas en pourquoi t'es fait, pas moi plus. je suis rarement reconnu dans la rue. C'est parce que Hem, t'es trop standard, je sais pas pourquoi. Parce que c'est. Toi, t'as quand même. Ça se met. je sais pas exactement pourquoi Mhm. et ce qui explique la disparité avec d'autres Parce que c'est ça, créateurs j'ai de parlé contenu à d'autres qui qui sont j'ai de parlé. taille similaire et eux, ils sont totalement tout le stoppés, c'est ce que j'entends, quoi. Donc je suis surpris que toi, ça va plus que ça. Je pen à mon avis, il y a peut-être 2 facteurs qui me différencient. Je pense que le premier, c'est que les gens, me perçoivent pas comme étant accessible. Ok. Contrairement à beaucoup de créateurs de contenu qui sont: «Hey, je suis ton meilleur pote et C'était tout». pas toi. Je pense que Ouais. moi, il y a un côté un peu où tu dis: «Oh là là, qu'est-ce que je vais dire à ce mec, qui parle à 2000 à l'heure sur YouTube et cetera, avec ses scripts ultra chiadés», je pense que, tu vois, pour la personne moyenne qui a déjà vu mes vidéos et cetera, tu vois, je pense pas qu'ils perçoivent que je suis accessible. L'autre élément, évidemment, c'est que, la plupart du temps, je suis en Thaïlande. Donc évidemment, en Thaïlande, tous les Français me Mhm. reconnaissent, mais il y a assez peu de Mais pas Français. tant que ça. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas, à chaque fois que je vais quelque part dans un restaurant, généralement, il y a pas une personne qui va me reconnaître, tu vois? Hem Quand je suis en France, en fait, je pense que les gens sont pas sûrs si c'est moi parce que je suis pas au bon endroit, tu vois? Alors que j'avais plus de gens à Bangkok qui venaient me voir, parce qu'à Bangkok, ils savaient exactement, enfin, c'est Mhm. forcément moi. Si un mec avec ma tête, qui est à Bangkok, là où je suis censé être, c'est assez clair, tu vois? Voilà, mais ça, je pense que c'est les 2 principaux facteurs, qui expliqueraient le truc. Et honnêtement, ça m'a voilà, j'ai vraiment pour moi, je me fais tel je crois que la dernière fois que je suis arrivé à Paris, j'ai passé 2 semaines à Paris et je me suis fait reconnaître une fois, je crois. Ok. Ouais, c'est assez Hem, impressionnant. Bon, du coup, ouais. c'est peut-être pas un truc, c'est connu, mais après, le truc aussi qui, je pense, qui me fait un peu peur fondamentalement, c'est toi, un matin, tu te réveilles et toi, t'as un short TikTok, enfin, TikTok, c'est que les shorts. T'as un TikTok sur moi qui parle des autistes, tu vois, qui fait genre 2 millions de vues et je me fais cancel par la Ligue de protection des autistes, un truc comme ça. Donc, c'est un peu le truc aussi, en fait. C'est que fondamentalement, en fait,
à moins que tu aies un business vraiment où tu veux vendre à la masse, tu vois, un peu comme un, je sais pas, un Logan Paul ou un MrBeast, tu vois, où tu fais tes Feastable, tes Prime, j'ai pas tellement d'intérêt à avoir à toi être connu de beaucoup de gens, quoi. En fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'était vraiment si on est connu des gens des entrepreneurs ou des gens qui ont un peu les mêmes idées, les mêmes ambitions que nous. Euh, et donc Bah, forcément, moi, ouais, tu vois, c'est plus. Ouais. prenons un rapport par rapport à une des personnes dont on a parlé, heu, Mathieu Stéphanie, par exemple. Mhm. Tu penses que soit lui, son niveau de notoriété fait que, Lui, c'est pas mal, je pense. il va se Ouais, faire cancel, que sa vie est difficile? Pour moi, à mon avis, il est assez bien. pour Il moi, est il est le top golden, lui. podcast français, mais ouais, Déjà, en tu fait, vois? il est top podcast, mais il fait 0 vues. Donc, en YouTube, tu vas voir, il fait 500 vues, alors que son podcast les gens, en fait, se sont habitués à l'écouter en podcast. Il a sorti la vidéo Mais il y a quand après. même sa tête sur la miniature et ça. Enfin, tu vois, sa Ah, tête n'est pas inconnue. c'est vrai. Mais par contre, en fait, ouais, effectivement, pour gagner ce podcast, oui, mais il dit rien de. Ouais, je sais pas. Mais pour gagner ce podcast, je pense qu'il veut vraiment être intéressé par l'entrepreneuriat. Mais par exemple, tu prends un autre podcast comme Sans Permission, je pense que c'est déjà un peu différent, tu vois. Où ils font des Et la TikTok, ils différence de partent. Sans Permission, c'est que Mais après, ils ont Oussama Mar eux-mêmes, par aussi, rapport quoi. à leurs Ouais. autres activités, tu vois, C'est enfin, vrai, Oussama ouais. Mar, avant qu'il fasse Sans Permission, c'était déjà un des mecs les plus controversés, etc. C'est pas son C'est vrai. podcast qui a fait de lui un personnage controversé, c'était déjà le cas. Et voilà. Donc, pour moi, Mathieu Stéphanie est un meilleur point de comparaison. Ou alors, si tu prends les Américains, tu vois, tu te demandes, bah, les mecs de My First Billion, tu vois, C'est vrai, à c'est mon parfait pour avis, eux. Ouais, je ils suis sont d'accord. assez good, tu vois. En dehors de certains. Si le mec il va à une conférence à la Silicon Valley, tu vois, il y a plein de gens qui vont le reconnaître et tout, mais à la limite, bah, justement, c'est les personnes que lui il veut voir. Mais à mon avis, dans son quotidien, quand le mec il va au supermarché, ça doit Tu sais, être assez rare en ce fait que je dis, ça me fait un qu'on peu le penser, reconnaisse. tu sais, aux mecs qui veulent pas aller à la salle de muscu parce qu'ils ont peur de devenir trop musclé trop rapidement, tu vois. Et moi, c'est un peu ça, oh putain, je veux pas qu'on y aille parce que sinon, c'est sûr, on va faire des dizaines de millions de vues, tout le monde va me connaître. Putain, je me mets dans des emmerdes comme ça. On va parler de moi sur Cyril Hanouna. C'est ça, putain. Ouais, les gens vont essayer de me cancel sur des TikTok et qui vont faire des centaines de millions de vues. Oh là là. Donc je pense que c'est Le pour ça que mec je il va parle de dire. peur, en fait. C'est plus une euh, appréhension que vraiment que ce soit basé dans la réalité, quoi. ok. Donc je pense qu'en de toute façon, on va en discuter. Et là, on aura du coup un petit creux, mais en avril, probablement, on reprendra plus fort que jamais. Et aussi, je m'excuse parce dans les premiers épisodes, on a parlé de YouTube, et j'ai 5-6 personnes qui m'ont envoyé un message, bah, je vous trouve pas sur YouTube. Et bah, la raison, c'est qu'on est des bras cassés, on avait tout un plan, Elle a on raison, l'a ouais, pas c'est qu'on tenu, n'est pas donc sur YouTube, c'est vrai, c'est vrai. À chaque considérez fois, que je dis, c'est notre ah, mais brouillon, quoi. ouais, ouais, ouais. On va faire la chaîne YouTube à un moment donné, mais on essaiera de le faire un peu plus proprement avec des miniatures, des machins qu'on n'a pas fait jusqu'ici. Donc, quand on reprendra en avril, on aura la chaîne YouTube. Et là, on pourra faire la promotion. Abonnez-vous, les 1000 premiers abonnés, etc. C'est ça. Section suivante, tu as marqué vendre de la sauce soja. Absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, je te donne la balle et je te laisse partir à la course. Il y a une stat qui est intéressante, c'est que t'as 3 milliardaires qui sont milliardaires avec la sauce soja. Parce que... Et donc, tu as un peu le concept, en gros, est-ce que tu veux, toi, tu as un peu est-ce que tu veux devenir, il y a des gens, leur truc, c'est les startups, tu vois, c'est vraiment le truc qui a 10% de chance de fonctionner, mais qui peut être énorme. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, c'est pas ça moi, j'aime bien l'idée toi, de faire de l'argent en vendant la sauce soja, tu vois, un truc que tout le monde veut, qui est stable, qui laisse pas beaucoup de place à la chance, où tu peux juste être meilleur opérationnellement que tout le monde et grossir au fur et à mesure. Et donc, je pense que c'est un truc intéressant pour les auditeurs aussi à se questionner. C'est, ok, est-ce qu'ils veulent aller le tout pour le tout, all-in et tenter un gros truc, et c'est avec certaines personnes, ou au contraire, juste être meilleur dans un truc que les gens veulent déjà et pas tirer là-dessus, quoi. Là, il y a un marché, on va probablement s'attaquer, c'est littéralement les bouteilles d'eau, c'est les bouteilles en alu. Euh, bon, c'est pas sexy. Ah, Tu c'est moi fais. qui t'ai inspiré la semaine dernière avec le Non, non, Stanley pas. Quencher, là. Non, non, ce qui m'a inspiré, c'est quand j'avais parlé, j'en ai parlé de Simple Modern qui fait 200 millions sur Amazon US. Mais, et ça va être un gros truc, toi, faut y mettre d'assez gros moyens. Mais, et toi, c'est pas très sexy. À part si t'es Stanley, mais on va pas te mettre Stanley. On va pas. Toi, Stanley, nous, ce sera plutôt, on va faire 3 euros de marge par bouteille. Mais l'idée, c'est de vendre des millions de bouteilles, quoi. Et moi, bizarrement, toi, c'est un truc j'ai un gros attrait par rapport à ça. Et donc, maintenant, je commence à vraiment l'admettre et aller là-dedans plutôt qu'essayer de faire un truc qui est nécessairement plus sexy. Euh, Mais les je sais mecs pas qui si ont t'as des vendu de la réflexions par sauce rapport à soja, ça. ils ont quand même monté leur business de sauce soja en partant de zéro. Donc, ils ont. Ouais. Ouais, mais en Ce qui fait, veut dire, c'est qu'ils n'ont pas réinventé la roue, quoi. Ils et ont sur juste 50 ans, en fait, scalé quelque chose qui existait déjà sur un niveau du coup, j'ai lu leurs 3 artisanal. biographies et c'est vraiment. Enfin, ils ont tous un process. Toi, leur page Wikipédia, elle est linéaire, toi. Tu C'est dois être probablement l'expert francophone du des business de la milliardaires sauce aussi, soja, ça. du coup. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais, mais ouais, en fait, c'est beaucoup plus linéaire, c'est moins. Et forcément, personne connaît leur nom. Et même moi, de toute façon, c'est 3 Chinois à moitié. Donc, je crois que c'est un Chinois chinois, un Chinois de Malaisie, un Chinois d'Indonésie, un truc comme ça, quoi. Euh,
Donc personne ne connaît leur nom. Et justement, ils n'ont pas aussi ce problème d'être trop connus. Toi, après, écoute, on revient un peu le même truc. J'allais dire, toi, tu veux pas être Max Zuckerberg, comme si, toi, si jamais j'avais parti les startups, c'est bon, ça serait pareil. Hein. Putain, je suis Max Zuckerberg, maintenant on fait chier, tout le monde me connaît. Hein. Mais, euh, mais je trouve que t'as potentiellement un bon ratio. Euh. Mais par contre, peu le contrepoint de ça, c'est parce que je pense, encore une fois, ça vaut quand même un peu le coup d'être un peu connu, tu vois, un peu connu dans le milieu, être totalement. Ils ont parlé beaucoup de My First Million, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, et qui ont beaucoup réussi, et qui veulent absolument être sur un podcast, tu vois, qui leur demandent d'être sur un podcast, parce que même s'ils ont beaucoup réussi, ils ont un peu cette envie aussi d'avoir un peu de reconnaissance sociale, tu vois. Donc je pense que ça, ouais, c'est un désir naturel que tu peux ensuite justifier et rationaliser pour d'autres raisons, quoi. Euh, ok, passons à la section recommandations de contenu. Tu voulais recommander certains éléments. Allons-y. Aussi, tu sais, t'as tout le concept, que ce que tu manges, ça, machin truc, et je pense qu'il y a un peu même pour la consommation de contenu. Donc, essayer d'être assez intentionné là-dessus, sinon tu te retrouves vite avec des vidéos YouTube douteuses. Euh, moi, ce que je fais quand même beaucoup, c'est toujours podcast. Et podcast, il y en a vraiment des excellents. Non, il y a My First Million, dont on parle beaucoup, mais qui est vraiment, le niveau moyen de chaque épisode en termes d'insight est honnêtement impressionnant. Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui est aussi très très bon. L'épisode moyen. De toute façon, tu le sens vite au début si l'épisode ne va pas être bon, parce qu'en fait, tu sens comme les gens qui viennent et qui te disent pas vraiment ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils peuvent se permettre de dire, donc tu peux juste éliminer. Euh, Sans permission, qui est aussi quand même, je trouve, très bon. De toute façon, honnêtement, je trouve que Yomi, il est très très fort, quoi. C'est pas le niveau. Dans les moins connus, il y a How to Take Over the World, qui est un épisode d'un gars qui s'appelle Ben, et qui en fait fait des sortes de biographies de différentes personnes, et super narration, super intéressant. L'angle aussi est génial, quoi. Parce qu'il fait un peu l'angle, bah ouais, si tu voulais arriver aux résultats de cette personne, comment tu ferais, et un peu pas partir en gros du fait accompli, partir de la personne, de là où elle débute, quoi. Founders, qui est un très bon podcast. Bon, il sort un peu trop d'épisodes, donc c'est un peu chiant de suivre, mais pareil, un peu dans le style biographie. Il fait des beaucoup d'entrepreneurs. résumés de biographies. Et ce qui est Notamment, marrant, c'est que c'est un mec qui te dit: Moi, je suis obsédé par les biographies, c'est ce que je ferai toute ma vie. ouais, Je lirai un livre par semaine et c'est tout, je ferai rien d'autre, etc. Et il a une espèce d'intensité à la MrBeast, mais son format, c'est de te résumer des biographies. Et ce qui fait très bien. Et c'est vrai que du coup, ça te résume la biographie en 1 heure. Et parfois, il y a une biographie où tu n'as pas envie de lire pendant 12 heures sur une personne, mais 1 heure, tu serais content d'avoir la résumé. Mais moi, j'écoute surtout ces épisodes sur des bouquins que j'ai déjà lus pour avoir en fait une deuxième perspective, un espèce de refresh sur un bouquin que j'ai lu, tu vois, il y a 2-3 ans. un truc qui est super intéressant, c'est qu'il a créé une communauté payante, et il a dit, et je pense que c'est vrai, parce que je pense pas que c'est le genre de mec à mentir, qu'il y a littéralement 3 milliardaires dans sa communauté payante. Euh, et je pense que c'est un peu mon point de connaître des bonnes personnes, toi. Il avait, Personne de il avait pas lambda ce va être mec-là été intéressé. invité pour rencontrer Charlie Munger. Par, Enfin, par exemple, ça, c'est en fait, lui, je pense il a que une audience vraiment très qualitative. c'est ça, je pense qu'il a amené, j'en sais rien, mais je pense qu'il fait 10-15 000 par là, épisode écoute par épisode, je pense pas plus. Mais vu qu'il est vraiment poussé, il est vraiment dans son truc, et qu'il y a peu de gens qui vont se taper 2 heures d'une biographie du fondateur de Sony, quoi. Et ce qui est dans le point inclus, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait vraiment des biographies de gens vraiment obscurs. Il y en a un, c'est sur un mec suédois, un armateur qui est super intéressante. Et donc, justement, tu peux aller sur son feed, il y a genre 450 épisodes, et tu scrolls, et dès qu'il y a une boîte qui t'intéresse, boum, tu cliques, et tu peux avoir l'histoire que autrement personne n'a fait. Ou sinon, il faut que tu essaies de trouver une copie d'un bouquin d'occasion à 150 € sur Amazon. Donc, ouais, je recommande. Et, ouais, du coup, j'ai fait juste une liste de podcasts que les livres, il faut que je remonte dans ma liste. Et aussi, j'ai mis une quote, une citation préférée cette année, qui était déjà celle de l'année dernière, mais vraiment qui m'a matrixé, c'est celle de Naval. Don't take yourself so seriously, you're just a monkey with a plan. Donc en gros, te prends pas trop sérieusement, t'es juste un singe avec une idée, avec un plan. Et je trouve que c'est une bonne. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et toi, Stan, c'est quoi ça s'appelle comment en anglais, content diet? C'est quoi ta diète de contenu? Moi, j'écoute pas mal de podcasts. Honnêtement, celui sur lequel je passe la majorité de mon temps, c'est MFM, parce que MFM, c'est mon podcast pour courir. Il publie beaucoup, je crois, il publie 2-3 par semaine. Ouais, Donc, top personne. Hein. si je cours et que je termine peut-être à faire un épisode, tu vois, quasiment, ça me remplit mon temps d'écoute. Avant, moi, j'écoutais vraiment. Je pense qu'avant, j'écoutais 3 heures à 4 heures de podcast par jour. Donc, du coup, j'avais un panel beaucoup plus large de podcasts que je devais écouter, tu vois. Ça te demande pas mal de suivre en fait une trentaine de Est-ce que toi aussi, podcasts par exemple, t'as hebdomadaires. totalement arrêté Tim Ferriss ou non, Non, t'écoutes encore? justement. Ok. Moi, j'écoute encore Tim Ferriss. Pas très souvent parce que ces épisodes sont longs et pas tout m'intéresse. Mais
mais j'en ai écouté un récemment avec un mec qui s'appelle Arthur Brooks, Super, ouais. qui est un chercheur sur le bonheur, etc., qui était vraiment un épisode très cool avec plein de frameworks. Un mec qui a Qui qui était est cirque, professeur à Harvard, mais saltimbanque, un truc comme ça? Il a commencé en tant que saltimbanque. ouais, non, enfin, il était, ça attends, t'es dur. Il jouait de la trompette dans une symphonie. Il était pas non Non, non, plus, non, il faisait dans la rue. c'était Justement, pas acrobate. il s'est fait un trip en Europe où il jouait de la trompette dans la rue. Moi, je pense que c'est la qualification. Enfin, tu peux te dire intérimaire du spectacle, mais Ok, saltimbanque, c'est très bien aussi, quoi. ok, ok, très bien. Toi, c'est d'ailleurs une putain Saltimbanque. d'expérience de la vie parce que justement, il expliquait Euh, qu'il fallait choisir les bons coins. Il fallait regarder aussi les bonnes personnes dans les yeux pour que tu sentais que les personnes qui allaient se sentir obligées, une fois que tu faisais le contact, de te donner de la thune. Donc, c'était assez intéressant. je suis pas exactement sûr qu'on parle du même podcast. Le Ok. mien, c'est celui. Il y avait une anecdote très bien. Le mec, il est professeur à Harvard aujourd'hui et il te raconte que quand il était adolescent, il a été au Mexique et il a vu Our Lady of Guadalupe, une espèce de sainte qui serait apparue à un paysan, etc. Et en voyant cette image, il a eu l'impression qu'elle le regardait droit dans les yeux et donc il s'est converti au catholicisme. Et c'est son Mhm. histoire de conversion et tout. Enfin bref. Voilà. Tim Ferriss, je continue à écouter, pas tout, mais aujourd'hui, j'ai regardé plein d'extraits sur son podcast, des petits trucs. Il avait fait le best-of de ses 24 meilleurs moments, qui était assez cool. Voilà. Un autre que j'aime bien et que j'écoute pas toujours, mais par contre, ça marche pas en courant parce qu'il faut être assez focus. Je sais pas si tu écoutes Tyler Cohen, son podcast. Non, ça me dit quelque chose, mais je ne dois pas l'écouter Le podcast régulièrement. s'appelle Conversations with Tyler. Donc, Tyler Cohen, c'est un économiste américain, un des mecs les plus, Marginal avec le Revolution. plus de connaissances dans sa tête au Ok. monde, où c'est un mec qui peut te parler à la fois, je sais pas, des symphonies de Beethoven, il est expert de la cuisine éthiopienne, Le il cousin a de lu... Scott Alexander, quoi. ouais, exactement. Un petit peu dans la même vibe. Il écrit des articles, il écrit 12 articles sur son blog par jour, et honnêtement, il y a des trucs où tu lis, tu dis, mais j'ai aucune idée de quoi, de ce dont tu es en train de parler, mec. Et quand il fait ce que je suis en train de lire en ce moment, il fait un post, tu vois, ce que je suis en train de lire cette semaine, voilà, toutes les semaines, et il y a 8 livres de 500 pages, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il lit pas ligne par ligne, mais c'est un espèce de mec qui a une quantité d'informations qui rentre. Et du coup, il fait ces podcasts qui sont très bizarres, qui sont essentiellement à l'opposé du style My First Million. Le style My First Hmm. Million, ils invitent, ils discutent, ils ont une conversation, etc. Non, lui, il a préparé ses 12 questions ultra pointues, parfois sur 4 sujets différents. Il va voir la personne et il va lui poser des questions ultra pointues, ultra techniques. Et tu vas avoir des gens qui sont là, ils sont préparés, ils savent à quoi s'attendre, donc ils ont un niveau intellectuel absolument incroyable, et le niveau d'échange et de conversation qu'il y a sur ce podcast. Donc j'ai écouté hier celui avec Patrick McKenzie, Patio Eleven, où le mec il commence à poser des questions ultra pointues sur l'infrastructure qui est derrière le système de carte bleue. Et voilà. C'est intellectuellement, c'est assez fou. Alors pareil, il y a des épisodes que tu peux écouter et ils vont passer 45 minutes à parler de la différence entre Tolstoy et Dostoevsky. Putain, je sais même pas prononcer, donc comme les gens savent, je ne les ai pas lus. Et donc il y a des épisodes que tu peux pas écouter parce que littéralement tu ne comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas la question, tu comprends pas la réponse, et personne n'est là pour essayer de te dire. Donc pour nos auditeurs qui ne comprennent pas, etc. Là, je trouve assez cool. Il y a un autre épisode qui est pour moi l'épisode nostalgique, parce qu'en fait, si le Trilliard a été inspiré par My First Million, Nomad Digital à l'époque avait pas mal été inspiré par le Tropical MBA, un podcast, un ancien podcast qui date d'il y a plus de 10 ans, qui existe toujours. Et en fait, euh, c'est assez drôle parce que j'écoute maintenant plein de leurs nouveaux épisodes. Ils ont plein de trucs sur comment est-ce que tu structures ton organisation, tes managers, Hmm. tes machins. Ils sont à fond dans tout ce truc de comment tu prends un petit business et t'en fais vraiment une organisation qui peut pérenniser sur des dizaines d'années. Et j'ai vraiment l'impression que c'est des mecs d'avoir grandi avec eux, en fait. Que Hmm. quand j'ai commencé à les écouter, ils parlaient pas de ça parce que ça m'aurait pas intéressé en 2009 ou en 2010 d'entendre ça. En 2010, ils parlaient de comment tu fais un peu d'argent, la stratégie Ah, marketing, le gagner machin. $1 500, c'était leur gros Ouais. truc. Tu gagnes $1 500, Ouais, t'es bien, et, quoi. Ouais. partir en Asie et tout. Et aujourd'hui, et c'est eux qui m'ont inspiré d'ailleurs à partir en Asie. Et aujourd'hui, ils te parlent de structurer. Du coup, j'ai un peu ce plaisir d'avoir grandi avec eux, d'avoir la nostalgie de quand j'ai commencé à les écouter, et le fait que leur Hmm. contenu a exactement changé par rapport à ce que moi aujourd'hui j'ai besoin d'entendre. Et ils vont te dire, ok, comment step up ta gestion financière, comment step up les scorecards de tous tes employés pour pouvoir gérer exactement qui fait quoi, etc. C'est assez cool. Euh, Au niveau des livres, est-ce que tu as entendu parler d'un bouquin qui s'appelle Shogun? Ouais, j'ai lu les trois dont tu parles. Tu as lu les King trois dont Shogun, je parle. Taipan, j'ai déjà lu. Ouais.
Donc, Shogun, c'est un. C'est quel est ton préféré entre les trois? Bah, du coup, j'ai lu que les 2 premiers parce que je viens de Ok. commencer le troisième. Donc sur le 3. Donc Shogun, c'est, après Shogun, pour moi, sur les 2 est mon préféré. Lequel serait ta recommandation, du coup, sur les 3? Moi, mon préféré, c'est Taipan parce que j'aime beaucoup. Je crois que Mmh. celui-là, c'est sur Hong Kong, non? Taipan, Ouais, ouais, de ouais. moi. Ouais, c'est sûr. Parce que Donc j'aime beaucoup la Shogun, fondation de Hong Kong. ouais, C'est intéressant. c'est l'histoire d'un mec qui débarque, enfin, en anglais, qui débarque au Japon et à une époque où il y a aucun occidentaux et qui fait un peu son chemin là-dedans. C'est une espèce de truc épique, très long, Ouais, c'est un très roman. cool. Pour être clair, c'est un Ouais, roman. ouais, c'est un roman. King Rat, c'est un autre roman, mais qui est basé sur l'histoire vraie du mec qui a écrit, par le même auteur, hem, d'être en prison, à Singapour, Mhm. pendant Avec le la japonais. 2e guerre mondiale et il devient pote avec le mec qui est le chef de la contrebande et des magouilles et cetera, ce qui est assez drôle. Notamment, de voir en quoi ce mec qui en fait est assez bas placé dans l'armée et un peu il retourne la structure en fait parce que c'est lui qui possède l'argent et les biens et qui peut aider tout le monde à pouvoir faire du commerce. Et le troisième bouquin dans la liste, il s'appelle Taipan. Effectivement, c'est sur la fondation de Hong Kong et les marchands d'opium, etc., que je viens de commencer. Mais ça, justement, je me disais que ça serait parfaitement Taipan dans tes centres d'intérêt. J'ai lu plein de Euh, bouquins sur la fondation ouais, de Hong Kong et ça me fascine toujours à quel point. Encore une fois, Hong ok. Kong, c'était un village de. Ouais, c'était un village comment dire, de pêche, où il y a genre 250 habitants. Et en fait oui, il y a eu un boom énorme. C'est super intéressant le mélange entre la Chine et l'Angleterre. Et même quand j'y vais en Hong Kong, je trouve ça toujours assez vraiment unique comme ville. Et en fait, je trouve ça un peu dommage du coup que ça revienne vraiment 100% chinois au lieu de rester ce mix. Je pense qu'à terme, ça devient de plus en plus chinois parce que bon, voilà, maintenant voilà, forcément, ça appartient déjà à la Chine et en plus, il y a beaucoup de populations chinoises qui bougent, donc tu vas perdre un peu ce côté unique. Et donc, ils ont ce problème-là, c'est que les fonds sont aussi en train de partir d'Hong Kong assez rapidement pour aller vers Singapour. Bien pour Singapour. Mais je trouve toute l'histoire d'Hong Kong, elle est fascinante. Ouais. Au niveau des newsletters, tu dois connaître Matt Levine. Je connais le nom, mais je ne vais pas les suivre. En fait, moi, j'ai un gros problème avec les Substacks, c'est que c'est quand même des trucs, généralement, c'est genre 3000 mots sur un sujet super pointu. En fait, tu peux passer tes journées à lire ça. Sur des sujets en Ouais. plus qui n'ont rien à voir avec ce que. Enfin, qui sont pas. C'est purement de la curiosité intellectuelle. Ce que tu peux dire que c'est bien, toi, t'es un polymathe, tu as plein de trucs différents. Et moi, j'ai un mec que je suis, par exemple, c'est Stone Age Herbalist. Et toi, c'est un anthropologue, tu vois. Et donc, à chaque fois que je le lis, tu sais, ça prend genre 30 minutes à lire. Et t'es là, bon, super intéressant. Mais toi, faut vraiment considérer ça purement comme du loisir, quoi. Donc, là, Matt Levine, il parle de quoi, lui? Il parle de Matt finance. Donc, il Levine. n'est pas sur Substack, Money stuff, ok. il est sur Bloomberg, mais tu peux avoir sa newsletter. Tu peux t'abonner à sa newsletter directement sur Bloomberg. Et je sais pas, il va avoir un deal avec eux parce que tu n'as pas besoin d'être abonné à Bloomberg, ce qui coûte des centaines de dollars par mois pour l'avoir. C'est le mec le plus lu sur Wall Street. Ok, Il fait une intéressant. newsletter très très pointue sur la finance. C'est un ex Goldman Sachs qui faisait en fait des produits financiers très compliqués, etc. Donc il t'explique les produits financiers très compliqués, mais avec un, d'une manière que n'importe qui peut comprendre et avec un sens de l'humour absolument génial. Ok, Il écrit je aussi tous checkerai les jours, ça. il est extrêmement Tu me l'as vendu. prolifique. Il écrit tous les jours une très longue newsletter, mais ça vaut le coup d'aller en checker quelques-unes. Et il va te suivre voilà, tous les dramas avec je sais pas, tout l'histoire de FTXA, mais dans les moindres détails, il va te raconter les trucs. Et il va te dire, OK, telle entreprise a fait un truc à telle entreprise parce qu'ils avaient écrit ça dans le contrat, mais en fait, ils ont fait ça pour pouvoir les choper. Enfin, il t'explique tous les montages financiers qui existent. Et donc, effectivement, bah, à moins que toi, tu sois sur Wall Street et que tu fasses ces montages financiers, c'est du divertissement. Mais moi, je trouve ça très fort. Et d'un point de vue, en tant qu'une personne qui écrit, tu vois, qui crée du contenu, je trouve qu'il écrit extrêmement bien. Il est extrêmement drôle. Il arrive à rendre son truc ultra divertissant. Et il est incroyablement productif. Euh, il y a un autre mec, tu disais que j'étais un peu dans les trucs spirituels, etc. Il y Ouais, a, je il y a connais un autre, Sacha Chaplin. il y a un auteur, Sacha Chapin, et son article, notamment, qui s'appelle Deep Okeness. Je l'ai lu C'est aussi, ouais. vraiment cool parce que le problème sur la méditation, la spiritualité, etc., c'est que soit tu comprends de quoi tu parles, mais soit tu comprends pas, en fait. Et c'est compliqué d'exprimer aux gens Mhm. l'intérêt du truc et comment ça marche. Et souvent, si tu n'écris pas extrêmement bien, donc beaucoup de livres de méditation, c'est genre, ah, ok, la paix éternelle, dépasser toute la souffrance, etc. Ça paraît fake, ça paraît abstrait, etc. Et lui, je trouve qu'il a vraiment plein d'articles sur ces sujets de spiritualité où il arrive à rendre le truc très concret. Et c'est aussi Même le il a terme une bonne Deep plume. Okeness, c'est un très bon. Ouais. Non, C'est très bien il trouvé, a, il quoi. a, il a, il a une bonne plume et il t'explique ça d'une manière qui est à la fois. Donc, le problème sur la méditation, c'est que soit c'est genre
le nirvana, la spiritualité chelou, finir la souffrance, ou alors on te l'explique d'un point de vue, en fait, juste, ah, tu vas méditer, ça va diminuer ton stress, oulala, super, tu vois. Et tu vois, un peu le truc à la Headspace de base où on a retiré en fait tout le truc intéressant pour te dire ah ben c'est juste un truc que tu peux comprendre mais qui en fait finalement est pas très intéressant. C'est juste de la relaxation quoi. C'est juste prendre un bain avec une petite bougie saveur bois canadien quoi. Et donc Sacha Chaplin il t'explique le truc vraiment ultra perché en incluant des sections sur les psychédéliques, sur les C'est gourous de toute une sectes, partie de où machin. t'expliques que pendant les 10 premières années de sa vie, il n'arrivait pas à bander. Personne t'a demandé, mais ok, merci pour l'info. T'as pas lu Non, ça cette partie-là? je pensais que c'était pas dans les 10 premières années, parce que je pense que pendant les 10 premières années, c'est assez normal. C'était pendant une Non, dans les 10 période. premières années de ça, à partir de l'âge où t'es en je sais pas, ok. Mais ouais, mais des fois, tu sais, bon, bah, t'avais pas besoin de partager ça, toi. C'est bien d'être vulnérable, mais toi, t'as pas besoin d'être aussi vulnérable que ça, toi. Tu peux, chacun, ouais. Au, Je sais niveau, pas. au- Mais non, au tu trouves niveau pas des. qu'il y a une forme d'inflation de la vulnérabilité, des fois? Où j'ai Mais l'impression lui, qu'il, ça, c'est son format. Il a c'est son écrit un format, quoi. livre, il a écrit un livre incroyable. Vraiment, il a écrit un livre que je trouve très bien sur son obsession avec les échecs. Truc des Où le mec il échecs, ouais. devient obsédé par les échecs et c'est toute sa vie et il voyage à travers le monde. Il y a toute une période assez longue où il vit à Bangkok et il écrit très bien d'ailleurs sur J'ai pas lu le l'expérience de bouquin, tu vivre à recommandes, du coup, Bangkok. j'avais Le vu bouquin, ça, je le mais recommande. Bah ok. après, encore une fois, hein, c'est divertissant. Tu vas pas C'est apprendre particulier. des conseils pour vendre plus de bouteilles d'eau sur Amazon FBA. Mais vraiment, il écrit bien et son format, c'est un peu je me révèle, je sors mes tripes et tout. Mais comme il écrit bien, ça passe. Et comme il a un peu d'autodérision, ça passe. Tu vois, ça passe. Ça fait pas prétentieux. Mhm. Voilà. Donc, moi je kiffe bien ce mec-là. Au niveau des séries, qui n'étaient pas dans tes catégories, mais que j'ai Et rajouté, t'as rajouté probablement deux aussi, séries que tu connais. bon, Astral Codex, ça, je pense qu'on a déjà parlé plein de fois, Scott Ouais. Alexander, qui Ouais. est le polymètre par excellence. Très bon. Et c'est quoi, Zvi? Ah, Ça tu vaut le connais coup? pas Zvi. Donc Zvi, Non, Zvi, ça me dit c'est rien. aussi. Bon, moi, je te donne que des trucs là qui durent. Matt Levine, ça durait 3000 mots. Zvi, ça dure 15 000 mots. C'est des articles de 15 000 mots qui sortent une à deux fois par semaine. euh, qui sont. euh, Donc sur le Zvi, point de vue SVI. rationaliste. Donc, il va te faire donc son thezvi.substack, s'appelle Don't Worry About the Vase. En gros, il te fait des espèces de ultra longs articles où il te résume toutes les news et son analyse de toutes les news sur l'IA. Et en gros, ça va être 15, 20 000 mots. Il y a des articles de 30 000 mots, etc. Euh, mais aussi un mec que je trouve très impressionnant dans sa capacité à pouvoir consommer et, euh, et processer de l'information, en fait. Mhm. Et pour le coup, si tu es intéressé par l'IA, pour moi, c'est le truc À suivre. le plus riche, le Ok. plus pointu sur l'IA, etc. C'est très, très, très long. Tu ne vas pas forcément tout lire, tous ces articles, parce que c'est toutes les semaines. Et parfois, il en a 2 par semaine. Mais Tu penses que tu passes combien de temps à lire des newsletters comme ça? Tu penses que tu passes facilement 2 heures par jour. 2 heures par jour? C'est énorme, Ouais. hein. Et quasiment, même le dimanche, samedi, où tu coupes quand même Le ce samedi, oui, le divertissement. dimanche, non. Ok. Mm. Ouais, donc ouais, 12 heures par semaine. C'est. Ouais, dans consommation de contenu, c'est là où je me rends compte à quel point on est enfin, entre les podcasts, les livres, de passer facilement, je pense, ouais, 30 heures par semaine, quoi. Ce qui est assez incroyable. Bah, facilement, facilement. Après, moi, tu vois, ça fait aussi partie de C'est mon. partie de ton métier, ouais. J'ai besoin de me nourrir, tu vois, à ce niveau-là, de Mhm. comprendre ce qui se Mais par passe, contre, etc. toi, par contre, tu parles d'un sujet quand même qui est assez. Après, tu as toujours un angle intéressant avec tes vidéos un peu différents, mais tu parles quand même de sujets assez narrow. Enfin, toi, tu vas pas raconter ce que tu veux sur ta chaîne. Est-ce que ça te manque ça de pas pouvoir. Ou tu considères que ta chaîne elle a un but, c'est pas du marketing sous différents angles, et que c'est pas à toi de parler, de retranscrire un de ces articles, par exemple, sur l'IA ou autre, quoi. En fait beaucoup de choses m'intéressent, mais j'ai envie de m'exprimer uniquement sur les éléments où je pense que j'ai une valeur ajoutée particulière. Mhm. Et c'est pour Ok. ça que, assez souvent, hein, moi, il y a des idées ou des concepts que j'ai aussi développés via Matt Levine. Comme, bah, ma vidéo sur FTX, par exemple, était beaucoup informée sur tout ce que j'avais lu sur Matt Levine et Zvi et ce genre de mecs. Donc, plusieurs des personnes que j'étais là étaient des sources mentionnées dans ma vidéo sur FTX. Donc, parce que moi, mon sujet, la manière dont je le vois, c'est pas juste le marketing, mais c'est en fait la psychologie humaine. Il y a beaucoup de sujets que tu peux voir par la psychologie humaine et les traiter sous cet angle-là. Comme j'avais choisi de le faire sur FTX, comme j'ai choisi de le faire sur mes 2 vidéos sur l'IA qui ont très bien marché sur ma chaîne, en fait, c'est la psychologie de l'IA, les gens qui sont pour, les Mhm. gens qui sont contre, les gens qui y croient, les gens qui y Et croient pourquoi? pas, Ouais. Mhm. et pourquoi, et quels sont leurs arguments, etc.
Et ça, beaucoup de ça, je l'ai appris en lisant des mecs comme Astral Codex ou Zvi, où en gros, toute la communauté rationaliste travaille beaucoup, Même beaucoup là-dessus. la vidéo sur le risque nucléaire aussi, ça venait d'un article sur le mec qui expliquait qu'on sous-estime encore le risque nucléaire, quoi. Donc, Ouais. Donc, je crois que t'as fait une vidéo là-dessus, non? Ouais. j'ai pas fait de vidéo directement là-dessus, mais c'est mentionné Ok. dans ma Ah, vidéo sur l'IA. Ok. Euh, donc de cette manière, après tu vois, il y a certains trucs dont je peux pas parler sur ma chaîne, j'en parle dans ma newsletter, on peut aussi en parler ici, tu vois. Et le truc sur la newsletter, en fait, un peu le hack, c'est je m'exprime que quand j'ai un avantage particulier. Ma newsletter, c'est les gens sont intéressés parce qui, moi, Déjà, m'intéresse, en fait. ouais. Ils veulent voir ce que moi, je fais. Donc, je peux dire, ah tiens, j'ai trouvé cet article sur la méditation et vous pouvez en parler. Je pense que Mhm. le seul sujet je pense que tous ces trucs de spiritualité, justement, de méditation, ça m'intéresserait d'en parler, même si aujourd'hui, en fait, je ne sais pas encore exactement si j'ai compris comment apporter une pierre à cet édifice. Et je pense que la bonne pierre à apporter à cet édifice, c'est pas d'inventer une nouvelle technique de méditation parce que, mec, le Bouddha, il était là il y a 5000 ans, quoi, ça va être compliqué. C'est plus de faire ce que fait Sacha Chapin, en fait, et de trouver une manière de faire, de comment est-ce qu'on Ton peut expérience expliquer personnelle, ça quoi. d'une nouvelle manière pour faire rentrer les gens, en fait, qui sinon, y auraient Mhm. été hermétiques. Euh, voilà, ça, c'est potentiellement un sujet. Après, moi, honnêtement, c'est du divertissement et il faut bien avoir un divertissement quelque part. Et moi, ça me fait kiffer et ça me nourrit et ça active mon cerveau, etc. Donc, voilà. L'autre élément, en fait, c'est que quand tu lis, par exemple, un Matt Levine, tu apprends ce que Matt Levine il est en train de te dire. Moi, j'observe vraiment comment il écrit, comment est-ce qu'il structure, comment est-ce Mhm. qu'il amène les sujets et comment est-ce qu'il injecte de l'humour, etc. Parce qu'il te parle de trucs qui devraient, en fait, être super chiants ou incompréhensibles. En fait, quand il te parle d'un procès sur comment ils ont structuré un contrat sur des obligations d'entreprise. Enfin, tu vois, pour que ce soit un truc que tu lises pour le divertissement, il faut que le mec il écrive extrêmement bien, qu'il comprenne vraiment comment amener les choses et qu'il est très fort sur les analogies. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi dans mes vidéos, c'est qu'il te dit, ok, ce serait comme si tu faisais ça. Il donne pas mal d'analogies Mhm. pour que tu comprennes en fait les enjeux à un point de vue viscéral et pas juste un point de vue intellectuel. Et donc du coup, tu dis, Et ok, il ça, y a c'est un aussi un drama. truc. Tu sais, j'ai un call avec quatre CEO de boîtes d'e-commerce qui faisaient tous au-dessus de 100 millions. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué, c'est que quasiment à chaque truc, ils te sortent une analogie, quoi. En fait, je pense que c'est juste un truc de storytelling où ça fonctionne très bien avec les humains. Et en plus, c'est plus dur à débattre une analogie, tu vois. Mm. Et donc, tu vois, si ça fait du sens, tu vois, ça fait du sens, et tu le retiens. Et ça, je pense que ça affecte un truc que dans le contenu, même quand dans le management ou peu importe, dans le coaching, en fait, je pense qu'avoir cette capacité à sortir des analogies, ça fonctionne très très bien, quoi. Euh, Au niveau des séries, il y en a deux qui sont un peu dans un cadre business que tu dois connaître. Il y a Succession. Mhm. Euh, C'est sûr qu'il la, fait, c'est super. voilà, la fameuse série sur HBO sur un vieux corneau et ses enfants qui essayent de reprendre la boîte et tout. Et il y a The Bear, que tu as regardé aussi. Non, parce que c'est toi qui m'as dit que c'était trop stressant. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était trop stressant de ver. C'est pas moi qui Et dis que que ça le c'était trop mettait mal. stressant parce que moi je kiffe. Par contre, Ok, il y a des sections assez stressantes. Mais c'est parce que c'est bien fait en ok. fait. T'as regardé Uncut Gems. Ouais, par exemple, c'est tellement enfin, Voilà. c'est bien. Et C'est un peu ce même rythme où tu il y, dis y avait, panique constante. et ouais, il y avait une interview avec la personne qui était la monteuse sur The Bear, qui sur Mhm. un podcast qui s'appelle The Editing Podcast, qui est un très bon podcast pour les gens qui s'intéressent aux détails de l'editing. Et elle disait que sa description préférée de The Bear, l'émission sur laquelle elle travaille, c'était Uncut Gems croisé avec Ratatouille. Ok. Euh, donc en gros, il y a ce D'ailleurs, truc pour regarder frénétique Uncut où James, tout le monde c'est crie en juste même un. temps, tout le monde Ouais, parle, il y a des trucs ouais. qui, Ouais, puis t'as une une, des, emmerde, puis t'as encore plus grosse emmerde, quoi. ouais. En fait, t'as une, Une des en fait, ça. techniques d'editing Ouais, qu'ils utilisent dans le premier montage, donc elle décrit dans le podcast un des montages, c'est-à-dire tu vois, un enchaînement de plans qui se trouve dans le premier épisode. Et une des premières techniques de montage qu'elle décrit, c'est là, tu vois, il y a deux chansons qui sont superposées en même temps. Et c'est ça qui crée cet élément de stress et tout. Et c'est un intéressant. truc qu'on fait tout le temps dans The Bear, tu vois, pour te donner un peu le niveau à la fois de détail sur le podcast, mais aussi le niveau de dynamique sur le Bear. Ce que je trouve intéressant sur The Bear, c'est que moi, j'ai un concept de vidéo sur lequel je travaille depuis des années. Je pense que peut-être que cette année, ça sera l'année où je le finaliserai, je le sortirai. C'est pourquoi Hollywood déteste les entrepreneurs. Dans les films, si tu as un mec qui est un entrepreneur, un milliardaire, créateur de tech, tu sais à 100% que le mec, ça va être le C'est le méchant. vilain. Et, Ouais, c'est et, le et vilain. c'est à 100%. Ouais, et que ça va être un connard et tout. Et il n'y a pas beaucoup d'histoires hollywoodiennes de personnes qui ont envie de monter leur projet, qui réussissent, et c'est un bon truc en fait. Donc si une personne sur Hollywood veut réussir un projet et le monte,
ça veut dire qu'il va y avoir une chute, il va y avoir une corruption. Ça va être Scarface, ça va être Mhm. WeWork, ça va être Terranos, etc. etc. Et The Bear, c'est l'histoire d'un mec qui a la passion de la bouffe, qui veut faire son restaurant, qui va tout donner. Et, tu vois, et c'est juste une histoire d'un entrepreneur, en fait, et qui est extrêmement, extrêmement bien fait. C'est stressant, mais contrairement à Uncut Gems, c'est aussi un truc qui est expliqué dans ce podcast, c'est qu'ils alternent des sections en fait, dans la cuisine où c'est effectivement extrêmement stressant et des plans très lents et des sections méditatives et des conversations, etc. Parce que le rythme, sinon, ne fonctionnerait pas sur une série entière. Mhm. Mais effectivement, certains épisodes euh, qui sont conçus pour être anxiogènes, en fait, parce qu'ils te plongent dans l'anxiété des personnages, qui sont généralement dans la cuisine, mais il y a vraiment des moments où il y a 4 personnes qui parlent en même temps, ce qui arrive assez rarement dans une série, en fait. Il y a 4 personnes qui parlent en même temps, en plus, il y a un minuteur qui fait dring, et il y a une musique qui part, et boum, la caméra part, parce qu'il y a une autre personne qui rentre dans la pièce, etc. Mais sinon, enfin, j'ai enfin terminé il y a 2 jours la saison 2 parce que je suis très lent pour regarder des séries, mais j'ai vraiment trouvé ça cool et ça rentre dans le cadre entrepreneur. En tout cas, dans les séries entrepreneuriat que j'ai regardées, c'est vraiment dans le top, tu vois, avec je sais pas, des chefs-d'œuvre comme Mad Men, ce genre de truc. Moi, ma consommation de séries, moi, elle s'est écroulée. En fait, Ouais, parce ça que va. maintenant, j'ai la règle, c'est que je regarde qu'un truc où je me sens mieux après la regarder Ok. qu'avant, quoi. Et déjà, je trouve qu'en termes de sitcom, les sitcoms, on en produit quasiment plus. Sur Netflix, c'est un ou deux qui Ouais. sortent par an. C'est assez étrange. Donc déjà, Et sitcom, c'est un peu mort. le problème des sitcoms Et Netflix, c'est qu'une sitcom, ce que tu veux, c'est un truc de 24 épisodes où tu peux ça, revenir encore dans ce monde de la répétition. Et comme Netflix, ils font des séries de 8 épisodes, t'as pas ce truc satisfaisant, comme quand t'avais Friends, tu vois, c'est où ça le truc régulier où tu veux vraiment te t'as regarder ton petit passé épisode 50 chaque heures avec soir. ces gens. Ça. Ouais. Ouais. Et du coup, je regarde que les contenus, toi, un peu. Et les seuls contenus que je regarde maintenant, c'est beaucoup tout ce qui est les documentaires un peu sur les. Il y a un truc qui s'appelle The Alpinist qui est génial. Et il y a un truc de freediving, tape freediving sur Netflix qui est génial. Des trucs un peu comme ça, C'est d'exploits un Deepest peu Breath. sportifs. Deepest Breath, c'est ça qui est vraiment super. Et après, et même un truc qui était vraiment bien, c'était. Pourtant, je ne me rends pas les coups du vélo, mais il y avait un truc, le Tour de France Unchained, un truc comme ça, qui est fait par Ouais, les mêmes gens qui ont fait Drive to Survive. Et j'ai accroché de fou, quoi. En fait, ouais. dès que tu as du storytelling, tu te rends compte que les mecs, c'est des monstres. Enfin, tu as une capacité à gérer la souffrance et ainsi de suite. C'est super intéressant. Et donc maintenant, je suis vraiment. Ouais, le contenu que je regarde à ce niveau-là, j'essaie vraiment d'être que sur des trucs qui élèvent l'âme. Parce que sur Netflix, en fait, Netflix, t'as tellement de trucs un peu médiocres, quoi. C'est un peu le problème. T'as quand même, je suis un peu déçu de Netflix, je trouve. Je sais pas si c'est moi, mes standards qui sont plus élevés Non, ou je suis d'accord avec toi sur eux qui sont Netflix. baissés. Ok. Mais The Bear, ça élève l'âme, hein. C'est stressant, mais c'est un Vas-y, chef-d'œuvre. C'est je extrêmement, testerai quand même. extrêmement bien fait. Je testerai. Et, The Bear. voilà. Et c'est pas sur Netflix. Moi, chez nous, c'est sur Disney+. Je sais pas si c'est le Ok. cas en France. Justement, arrivons à la section bien-être. Tips numéro 1. Regardez juste des documentaires sportifs. Mais du coup, non, mais j'ai regardé. Enfin, il y a une formation. Enfin, une formation. Si, c'est une formation de certaine manière. Il y a une course, comment on appelle ça je sais pas. Mais en Formation. gros, je crois que c'est Yale. Ouais, je vais vérifier rapidement. Yale, Science of Wellbeing, qui est en gros ça dure peut-être 10-15 heures. On vous explique ce qui rend les gens heureux. C'est très connu, je crois, c'est la truc la plus populaire de Yale. Ouais, c'est ça, Yale, The Science of Wellbeing, présenté par Laurie Santos, qui est assez vieux, je crois, ça a déjà mis 10 ans. Euh, le truc, c'est que ça dure 10-15 heures. Donc, je vous ai causé un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont assez attendus, toi. Donc, par exemple, la reconnaissance, assez attendue. Ils ont tout un concept aussi qui est proche de la reconnaissance qui s'appelle savoring. En gros, vraiment savourer, toi, être dans le présent, mais pareil, toi, être dans le présent, t'es déjà au courant. Et il y a deux trucs qui m'ont marqué. Alors, de un, c'est qu'en fait, on sait déjà que toi, avoir des relations sociales, comment dire, profondes, toi, avoir des familles proches, des amis proches, ça a de la valeur, toi, tout le monde te dit ça. Mais elle, ce qu'elle explique aussi, c'est que ça a un impact des relations sociales shallow, qu'on dit en français. Tes relations sociales Superficiel. superficielles. Par exemple, toi, tu te fais livrer par Uber Eats en France, et comment, toi, le contact avec le mec Uber Eats, où tu prends le métro, comment sont les gens dans le métro. Et en fait, on sous-estime beaucoup à quel point ça a un impact sur notre bien-être, notre bonheur, d'avoir ces petites relations comme ça positives. Toi, tu as chez ta boulangère, elle était super contente de te voir. Ces petits trucs-là, on les sous-estime. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et ce qui explique aussi pourquoi je pense qu'il y a, du fond de là, il y a quand même un gros écart entre la France et la Thaïlande, et je dirais même ensuite la Thaïlande et les Philippines, tu vois. Vraiment, les Philippines, et je pense que ils ont un côté un peu mélange asiatique et américain, où ils sont super contents à chaque fois qu'ils vont te parler. Toi, il y a un côté où ils vont te sourire.
Thaïlande, c'est déjà un peu plus neutre, mais c'est quand même plutôt bienveillant, plutôt positif. Et France, tout le monde fait la gueule, globalement, si t'es en région parisienne en tout cas. Et du coup, je pense que si tu, comme pour les gens qui travaillent à la Défense, si tu fais 2 fois par jour, tu prends le métro, si on considère que ça a un gros impact sur ton bien-être, bah, avoir des gens qui font la tronche 2 heures par jour, ça va forcément euh, te tirer vers le bas, quoi. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est un truc qui n'est pas souvent discuté. Euh, et l'autre truc qui est un peu attendu, mais qui est assez intéressant, c'est le fait de... En fait, tu as plus de bonheur quand tu donnes que quand tu reçois. Et, et effectivement, et là-dessus, tu as aussi... Et plus tu peux, comment dire, plus tu peux savoir l'impact de ton don, plus c'est efficace. Donc, par exemple, si tu donnes à une charité, en réalité, ça t'apporte pas beaucoup de bonheur parce que c'est une charité, c'est un peu vague. Alors que si tu donnes à quelqu'un en particulier, donc elle disait en fait, vous avez plus d'intérêt plutôt qu'à donner à une charité, c'est donner au clochard, c'est pas au sans-papier, non, c'est pas sans-papier. Oh, ça t'en Mais celui manque. qui a pas de maison, SDF, putain, SDF. Donner au SDF du coin, en fait, ça t'apportera beaucoup plus. Toi, si tu... Parce qu'après, tu peux dire, ouais, mais le but quand tu donnes, c'est pas de te rendre heureux toi-même, mais si un peu. On peut un peu faire le débat philosophique que tout revient au final à toi et que chaque action que tu fais, c'est que d'une certaine manière, c'est pour ton propre bonheur et ainsi de suite. Et donc, privilégier de donner à des gens que tu connais ou en tout cas auxquels tu peux voir l'impact. Et je pense d'ailleurs que là-dessus, les charités, elles font un moins boulot, tu vois. Nous, on n'a pas donné déjà parfois des. Genre, tu donnes des trucs au Cambodge ou autre. Et en fait, tu reçois un email, merci pour le don, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, si vraiment rentre où qui dirait, bah, merci, grâce à vous, la petite Emily a pu aller à l'école, toi, et là, tu as un impact émotionnel beaucoup plus fort qui te donne envie ensuite de redonner, quoi. Euh, donc ça, c'était les trucs. Et aussi qu'on sous-estime beaucoup à quel point justement donner. En fait, on surestime à quel point recevoir, ça va augmenter notre bonheur, et on sous-estime à quel point donner, ça augmente notre bonheur, en fait, avant de le faire. Ce que je trouve assez intéressant. Toi, est-ce que tu l'as suivi déjà, ce truc-là, ou pas? Est-ce que ça te dit quelque Non, chose ou... non, ça, Non. je suis pas familier. Ce serait quoi tes conseils inattendus pour être inattendus, hein, on veut des trucs auxquels personne n'a pensé jusqu'ici de Ouais, l'histoire de inattendu, l'humanité. c'est assez compliqué, sauf si on en a déjà parlé dans l'émission, mais après, c'est vrai que généralement, les éléments basiques qu'on a tendance à ne pas faire fonctionnent pas mal, quoi. Mhm. Euh, donc, j'aurais rien de particulier à ajouter ici qui n'a pas été découvert par les éminents chercheurs de Yale, tu vois. Pour terminer là-dessus, tu as marqué une phrase dans les notes de la section fun. Je n'ai même pas envie de t'expliquer ce que c'est, je te laisse faire ce que ça veut dire. Bah, c'est le retour de l'anecdote, mais celle-là va être très très courte, mais je sais pas Ok. pourquoi elle me revient d'un coup, tu sais. Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin avec le souvenir d'un truc embarrassant qui t'est arrivé il y a longtemps, tu vois. Et ça m'arrive pas très Et tu te souvent, dis, ah mais ce matin, merde, ça faut que je s'est l'écrive pour arrivé. le Et podcast. c'est ça, et j'ai surtout, tu vois, j'ai peut-être parfait pour le podcast, c'est bon l'anecdote, je l'ai. Et donc peut-être que les gens savent, mais nous, on vend des écouteurs, et à une époque, on en avait vraiment, vraiment beaucoup. Et ici, en Thaïlande, tu dois te faire, pour renouveler ton visa à un moment donné, on devait se faire tester avec ma copine pour la syphilis. Je sais pas si on dit ça en français, mais on va dire Si, syphilis. syphilis, ouais. Par contre, Ce moi, qui on est m'a jamais déjà, demandé de me faire tester, hein. Je sais pas quelle visa t'avais, mais c'était pas bah, le même que je sais moi, un hein. peu. Bon, je pense que en plus, j'ai jamais entendu parler de la syphilis. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à la syphilis? Je sais pas. Est-ce que c'est le lobby des tests de syphilis qui ont réussi à convaincre le gouvernement thaï de te forcer? Je sais pas d'où. Bon, je vous rassure, la bonne nouvelle, on n'a pas la syphilis, donc succès. Mais surtout, en fait, on était dans la salle d'attente. Donc, en fait, c'est une clinique pour tester les maladies sexuellement transmissibles, tu vois. Donc déjà de base, toi, chacun regarde un peu ses pieds, parce que t'es pas non plus super. Enfin, c'est bien de se faire tester, hein, mais t'es pas non plus. Ouais, tu fais. Et en fait, je remarque qu'à un moment, qu'il y a une fille qui a des écouteurs, et j'ai l'impression que c'est les écouteurs de ma marque, tu vois. Mais des écouteurs, tu sais, elle était comme à l'autre bout de la salle, genre à 5-10 mètres, et c'est pas évident de voir, tu sais, les écouteurs. Et moi, la façon dont je recruterais mes écouteurs, c'est en fait la tâche, enfin le truc où tu contrôles le son ici. Mais donc, il fallait que j'essaie de voir est-ce que c'est vraiment le mien. Et donc, je commençais à faire et forcément, c'est au niveau de sa poitrine, tu vois. Donc, déjà, je commence à lui fixer sa poitrine. Ce qui est pas ouf, hein, déjà. Ce qui est pas incroyable. Ce qui est pas spectaculaire comme truc. Mais là, c'est encore pire. Et je sais pas pourquoi j'ai essayé en tête. Encore une fois, on est dans une clinique pour ma discussion transmissible. Et tu sais, moi, je vois, tu sais, c'est ma marque. Je suis super content, tu vois. C'est improbable en Thaïlande, comme ça, voir ma marque d'écouteurs, tu vois. Et donc, les beaux je fais, regarde, c'est nos écouteurs. Et donc, on est tous les deux à la fixer comme ça. Et à un moment, je pense qu'elle sent notre regard, elle lève la tête, et c'était la mienne. Et donc, je m'excuse en 2020,
si jamais t'écoutes ce podcast, si jamais t'es français, si jamais t'écoutes ce podcast, si jamais tu reconnais cette anecdote, je m'excuse, c'était pas par rapport au fait que tu sois à la clinique, c'était par rapport à des écouteurs. Et après, elle nous a cramé. Et moi, je me suis dit, putain, faut que j'aille m'expliquer, tu vois. Je me dis, non, tu comprends pas, en fait. Je me dis, non, on accepte la défaite. Je vais pas essayer. Donc, je pense je pense pas qu'elle ait compris qu'en fait, c'était elle les écouteurs qui étaient de ma marque. Et c'est pour ça que j'ai regardé. Je pense que c'est un peu, ouais. Donc voilà, c'était mon anecdote. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Je pense pas. Mais c'est cadeau. Cadeau. Pour terminer, le petit appel à l'action, bah, on l'a dit, hein, YouTube, on arrête de le faire parce qu'on n'a pas encore créé la chaîne. Donc, bah, on revient aux bases de toujours, c'est-à-dire, vous allez sur Apple Podcast ou l'application podcast de votre choix, vous tapez Le Triard, vous laissez une évaluation 5 étoiles. On a aujourd'hui 572 évaluations sur Apple Podcast. 672. 672, pardon, en seulement 4 épisodes, c'est pas mal. Donc laissez-nous une évaluation. On va essayer d'arriver à 674 d'ici l'épisode prochain. Non, on va faire une pause de plusieurs mois. Ok, on va essayer d'être ambitieux. 680. Ok. Merci à vous. À bientôt.